Et je lui dis, mais où je peux aller dans ce cas? Il m'a dit, mais reste où on peut comprendre de quoi tu parles. Et comme j'ai toujours été rebelle, heureusement, Dieu merci, je lui ai dit, juste pour ça, j'y vais. Voilà, on va faire ça. Je vais y aller. Et il m'a dit, d'accord, on se donnons-nous 5 ans. Tu reviendras en parler. Tu as toujours réussi tout ce que tu as entrepris. Donc, je ne veux pas être bornée, je ne veux pas dire que ça ne marchera pas. Mais vas-y, on verra. Et j'ai été frappée parce que je lui demandais, mais il y a des arts sexuels partout. Il m'a dit oui, partout, sauf en Europe. J'ai été choquée d'apprendre ça. Je lui ai dit, c'est pas possible, il n'y a aucun peuple. Il n'y a aucun peuple normalement constitué qui n'ait pas d'art sexuel parce que... Bienvenue chez nous, Dayem. Non, mais je lui disais, mais quand on a des sages, et je sais qu'il y en avait en Europe, il y avait des sages. Il y en a encore. Je lui ai dit, quand il y a des sages, tout sage va en développer, puisque dans toutes ces cultures, ça a toujours été un sage qui a développé un art sexuel et d'autres sages qui ont agrémenté, et ensuite c'est devenu les autres ont commencé à apprendre et ça s'enrichit de plus en plus. Et il m'a dit oui, sauf que en Europe, il y a les Grecs, il y a les Perses. Assieds-toi, Dayem, que je te raconte. C'est quoi? Et je suis sortie de là. Je crois que j'ai jeûné pendant 1 semaine. Parce que moi, qui étais prêtresse sexuelle, qui ne devait pas avoir de jugement, il m'avait mis des jugements dans la tête. Et je me suis dit, la meilleure façon de guérir des pensées, c'est d'aller où les pensées sont générées. Voilà. Et je lui ai dit, j'y vais, je veux voir ça de mes yeux. Et je suis arrivée, la première chose que j'ai trouvée frappante en Europe, c'est cette générosité cachée. Je le dis souvent en souriant parce que les gens sont tellement généreux, mais ils ne le savent pas du tout. Et ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, ils sont toujours sous la réserve en fait, et on a peur les uns des autres. Quelque chose que j'avais jamais vécu en Inde, ni en Afrique, ni en Chine, ni ailleurs. Voilà, on a peur les uns des autres, et ce qui m'a fait comprendre pourquoi la sexualité était si taboue. Et tout le monde me disait, une femme ne fait pas ce que vous faites, ça ne doit pas arriver. Pas chez nous. Et je me disais toujours, et à chaque fois que j'avais envie d'abandonner, ou je me disais, ça servira à rien, je me rappelais ce que mon maître principal m'avait dit. J'ai dit, ça peut arriver à n'importe qui, pas à Dayem Kaya. Voilà, ça m'arrivera pas, je vais y arriver. Et c'est marrant, mais j'y suis retournée en Inde. Et je lui ai dit, voilà, ça fait 5 ans, j'y suis arrivée. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Il m'a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Rencontre-les et créer un art sexuel européen, parce que c'est tout ce qui reste. Donc, je suis très contente de rencontrer quelqu'un comme Jean-François, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont arrivées en Europe. Mais je pense qu'il est peut-être temps que les Européens écrivent leur histoire sexuelle, un art sexuel européen qu'on va transmettre aux générations futures, et que cette grande société qui est la société européenne rentre enfin dans la lignée de ces grandes sociétés qu'on connaît, parce que sans art sexuel, c'est un peu du gâchis. Donc je crois qu'il est temps qu'on y entre, qu'il est normal que l'Europe rentre et prenne sa place, parce que c'est normal, voilà, tout simplement. Jean-François, t'en penses quoi? Je pense que c'est assez vrai qu'il n'y a pas vraiment un art sexuel européen. Mais quand même, je crois que l'Occident a apporté des choses au reste du monde. Je crois par exemple que je n'ai jamais vu dans un texte ni tantrique ni taoïste des explications sur le clitoris. Ce clitoris est découvert par des Italiens, médecins italiens au XVe siècle. Et que sans ça, eh bien, les arts sexuels orientaux seraient restés avec cet inconnu qui pourtant, et de la vie de beaucoup de femmes,
la porte principale du plaisir féminin. Je suis pas totalement d'accord avec vous. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Allez-y. Allez. Non, je suis pas totalement d'accord parce que effectivement, le clitoris a été découvert scientifiquement, en public, parce qu'en général, les Européens, ils ont l'art du public. Mais en privé, c'était déjà une expérience que les femmes vivaient, parce que effectivement, vous savez, c'est important de dire que les Chinois ont été le premier peuple qui a commencé à écrire son histoire sexuelle. C'est très important de le dire. Les autres peuples le vivaient, mais ne l'écrivaient pas. Donc finalement, dans beaucoup de domaines, on a toujours pensé que parce que l'Europe avait écrit certaines choses, c'est eux qui l'avaient découvert. Donc le clitoris, d'après des légendes que j'ai entendues des tigresses blanches, un art qui existe avant même que la sexualité ne soit... qu'on commence à en parler dans des ouvrages et tout le reste, c'était déjà des femmes qui avaient découvert cette... comme ma grand-mère l'appelait, un petit bouton, et avaient fini par découvrir qu'à trop stimuler le bouton en question, on risquait de finir comme si on était excisé. C'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de sensations sur la zone en question. Donc, on a commencé à expliquer aux petites filles que plus tard, il fallait pas le stimuler énormément, mais qu'il fallait le faire parce qu'on avait, quand on découvrait l'orgasme clitoridien, on avait une révélation de son propre plaisir. Donc effectivement, on va dire que scientifiquement parlant, le clitoris est découvert par l'Europe, mais je pense, par rapport à ce que j'ai entendu dans les pays où je suis allée, que c'est quelque chose qu'ils expérimentaient bien avant que ça soit divulgué au vu au su de tout le monde de cette façon-là. Je vais mettre un auditeur ou une auditrice. Bonsoir, vous êtes à l'antenne ? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Alors, c'est encore Dan, là. Dan. Ah, pareil. Voilà. Eh bien, vas-y, Dan, pose ta question. Alors, j'ai juste une question par rapport... donc, vous savez que j'étais invité lundi soir. Non, c'est pas, non. Avec Joël. Dan, pose ta question, s'il te plaît. Alors, je pose ma question. Simplement, qui m'a crevé mon pneu? Donc, il a été... Bon, au revoir, Dan. Désolé, il y a des trucs comme ça. Sur le coup, je sais plus, moi. Qui crevait son pneu? Alors là, dans une édition de sexologie. Non, faut pas juger. Donc, voilà. Voilà. Donc on en était au clitoris, voilà. Oui. Mais c'est comme Newton qui découvre la pesanteur. Mais la pesanteur existait depuis que l'univers existe. Oui. C'est exactement la même chose. Donc je suppose que la femme, le petit garçon, la petite fille, elle découvre son corps. Le petit garçon, il tire sur le zizi, il regarde un peu comment c'est fait. Donc le clitoris a été découvert bien avant. Après, il est bon peut-être de mettre des mots dessus. Voilà, c'est pour ça que il fait bon. C'est pour ça qu'on... Non, on est d'accord. Ce que disait Jean-François, c'était bien, parce qu'au même titre que Newton a mis des mots sur la pesanteur, on a pu comprendre certaines choses. Voilà. Mais effectivement, le clitoris, je suppose que ça fait depuis que la femme est femme. Hein? Non? Tu fais une petite grimace? Non. Moi, je sais non, plus. mais c'est vrai qu'il est bon de préciser. Moi, je pense qu'effectivement, si je dis que le clitoris a été découvert longtemps, et je pense que Jean-François sera d'accord avec moi sur ce point-là, la société chinoise, par exemple, a été matriarcale pendant un bon moment. D'ailleurs, le Tao de l'art d'aimer est écrit quand on bascule, c'est-à-dire que la société passe du matriarcat au patriarcat. C'est pour ça que le Tao de l'art d'aimer est un plaisir des deux partenaires,
contrairement à certains arts sexuels qui ont été écrits dans une société totalement patriarcale ou une société totalement matriarcale. Donc effectivement, je pense que les femmes ayant cette force de décision par rapport à la société et par rapport à leur vie à elles intime, je pense qu'à un moment donné, elles ont dû expérimenter les choses. Mais effectivement, sur ce point, Jean-François a raison. À un moment, il fallait bien mettre des mots dessus et expliquer clairement. Et ça a été fait par des Européens, oui. Alors, je vais mettre quelqu'un à l'antenne. Si c'est Dan, c'est pas la peine. Dan, je te raccrocherai au nez. Bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, non. Bah, si c'était Dan. Donc ça sert à rien. Dan, arrête d'appeler pour ton problème de pneus crevés. Dayam n'y est pour rien. Jean-François n'y est pour rien. Promis. Je n'y suis pour rien. Si tu as un problème, tu vas au commissariat, tu déposes une plainte. Enfin, tu te débrouilles quoi. Mais arrête d'appeler pour des pneus crevés. En France, enfin en Europe, le plaisir de la femme n'a pas été reconnu. A été reconnu, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça. À 30 ans, 40 ans, pas plus. Oui, mais on dit ça comme ça, mais c'est incroyable. Avant, les femmes n'avaient pas de plaisir. Il y a eu un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était Oh My God. Tu l'as vu, Dayam ? Oui. Vas-y, raconte. Excusez-moi, là, pour le coup, je peux pas en parler parce que j'ai été très émotionnelle pendant tout le film. Ouais. Et je veux pas que ça recommence. Donc, si Jean-François a vu le film... Toi, tu l'as vu, le film. Donc, en fait, c'est le film qui traite de la création du Godemiché. Oui. Ah, God, oui. Voilà, oui. Hein. Et donc, les femmes avant étaient hystériques. Oui. Hystérique, utérus, hein, bien sûr, oui. C'est la racine. Et les femmes étaient excitées comme ça. Ah et en fait, le gynécologue de l'époque, le médecin de l'époque, les masturbait. Vous savez, voilà, ça les calme. Oui. Donc il avait mal à la main, donc il faisait appel à un autre médecin plus jeune et qui à la fin avait une tendinite, enfin il en pouvait plus quoi, parce qu'à chaque fois il masturbait les femmes et donc elles étaient là, enfin bon, elles prenaient leur plaisir, effectivement après elles étaient calmées. Et ce médecin plus jeune avait un copain qui était un ingénieur qui bidouillait et un jour il crée le premier Godemiché, puis voilà, et donc ça lui permettait de plus masturber et d'avoir son poignet qui était au repos. Mais ça, c'était au 19e siècle. Oui. C'est pas vieux, hein. Et c'était aussi un moment où les hommes baisaient comme des lapins, on peut dire. C'est-à-dire effectivement où la femme n'avait pas du tout le temps de prendre un plaisir et du coup était tout énervée et c'était un médecin qui devait faire ça, qui peut-être ça lui plaisait au début, remarquez, mais peut-être vite, je pense que l'homme devait prendre son plaisir, mais au bout de tous les jours plein de femmes à masturber. Prendre son plaisir. Ouais. Non, je pense que c'est de la méconnaissance, hein, tout simplement. Et je pense que j'ai pu observer, parce que quand vous travaillez beaucoup dans le tantra, pas juste l'aspect pratique, mais l'aspect spirituel, je me suis rendu compte que finalement, le problème que déclenche le fait d'éjaculer rapidement, au fur et à mesure, fait qu'à un moment donné, l'homme manque fondamentalement de satisfaction sexuelle. Donc il est condamné à faire l'amour de cette façon-là tout le temps. Le problème, c'est que comme dit le confort sexuel, quand vous éjaculez beaucoup pour un homme, vous vieillissez rapidement. C'est une conséquence directe de la chose. Alors que justement dans le tantra, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, et il a raison, le tantra explique que pour faire l'amour, il faut se donner entre 1 heure et 3 heures pour ne pas effrayer les gens. Mais en tant que prêtresse sexuelle, nous, on nous parlait de 3 jours.
Oui, c'est ce que j'ai vu sur ton Facebook. Je me souviens que pendant 3 jours. Voilà, le dernier examen que j'ai eu à passer, c'était 3 jours. Voilà, vous êtes dans une chambre avec un homme pendant 3 jours, hein, et il faut qu'il vive toute l'expérience sans éjaculer. Et c'est de votre responsabilité à vous, la prêtresse, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, c'était impressionnant parce que pour le coup, sorti de là, l'homme en question a une autre perception de la femme. C'est marrant. Il a une autre perception de la femme, une autre perception de la sexualité. Et je me suis rendu compte pour les couples qui parfois viennent me rencontrer parce qu'ils ont des difficultés par rapport à leur sexualité. Vous avez des hommes qui se plaignent, qui disent « je dois le faire tout le temps ». J'ai des difficultés d'éjaculation rapide, j'essaye de me contrôler, mais plus j'éjacule, plus je dois le faire. C'est-à-dire que tous les jours, il faut que je le fasse. En même temps, vous avez des hommes qui sont capables, c'est ce qu'on appelle en Inde un bon amant, qui sont capables de faire l'amour pendant 2-3 heures. Et quand il éjacule, il vous dit « je peux rencontrer une très belle femme avec des formes qui m'exciteraient, mais je suis apaisée, je suis calme. » C'est au bout de 3-4 jours que l'envie revient. Donc on se rend bien compte de la difficulté que c'est d'éjaculer aussi régulièrement. C'est-à-dire que pour toi, en dessous de 1 heure, c'est une éjaculation précoce ? Je le redis, je ne veux pas choquer, ok ? Ceux qui m'écoutent, dites-vous que c'est une prêtresse qui parle, donc on ne rentre pas du tout dans des considérations occidentales. Pour moi, moins d'1 heure, c'est considéré comme une éjaculation rapide. Jean-François, toi ? Moi, je dirais pas tout à fait pareil. Je dis que sont très heureux les gens qui peuvent faire l'amour pendant 1 heure ou plus, c'est parfait. Mais ce qui compte, c'est de faire l'amour suffisamment de temps pour être heureux en tant qu'homme et en tant que femme. Et de sentir une plénitude dans ce rapport-là. Et il vaut mieux ça que de se fixer trop d'objectifs. Les objectifs, c'est, je crois que tu seras d'accord, ça va pas trop dans le sens du jeu érotique. Et moi je conseille de trouver le plus de plaisir et de pas trop regarder son chronomètre pendant qu'on fait l'amour. Non, on n'a pas besoin de regarder le chronomètre, mais là on va être confronté à une vision occidentale sur ce coup-là et une autre. Parce que effectivement le problème qui se pose, c'est que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui heureusement parlent de façon décomplexée de cette situation de couple sexuel qu'ils vivent, et elles disent j'ai toujours concédé à mon partenaire d'éjaculer de cette façon-là parce que je pensais que c'était comme ça que ça devait se passer. La majorité des femmes le disent. Et la majorité des hommes que je rencontre ont le même discours que vous, c'est-à-dire que ils éjaculent rapidement. J'ai pas dit ça. Non, vous dites qu'il faut atteindre la plénitude sexuelle. Il y a beaucoup d'hommes qui atteignent la plénitude sexuelle en 2 minutes. Voilà. Et je suis pas sûr. Ils vous le disent. Donc, soit ils sont pas honnêtes, mais ils le disent parce qu'aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui reconnaissent qu'ils ont ce problème. Et on a des chiffres. Vous avez des personnes qui vous disent oui, c'est 30% de la population masculine. D'autres personnes vous disent oui, c'est 50%. Moi, 2 minutes 2 minutes. 50% de la population masculine. Voilà, c'est ce que les chiffres disent. Mais moi, de nombre de personnes, nombre d'hommes que j'ai rencontrés durant toutes ces périodes, je veux pas être méchante, mais il y en a beaucoup plus. C'est pas possible. Il y en a beaucoup plus. Et donc, la majorité des hommes estiment que s'ils sont satisfaits, il ne faut pas se leurrer. Le fait qu'aujourd'hui, en Occident, l'homme estime que la femme doit
de façon explicite dire qu'elle a été satisfaite. C'est quelque chose qui se dit dans les milieux publics et bon chic, bon genre, mais dans le privé, c'est pas aussi répandu que cela. Il y a même des couples parfois qui se disputent et qui se séparent parce que la femme, à un moment donné, dit qu'elle n'a pas eu d'orgasme. Et l'homme va renvoyer la culpabilité sur elle parce que pour lui, elle diminue sa valeur d'homme en expliquant cela. Donc en public, oui, on dit beaucoup de choses, mais pour moi qui rencontre beaucoup d'hommes en privé, et parce qu'ils n'ont pas leur femme à côté et qui peuvent se confier et parler, il y a beaucoup d'hommes qui le disent. Même si je le sais que là, elle n'est pas satisfaite parce que pour avoir lu, pour essayer de comprendre comment ça se passe, je sais que là, elle n'a pas eu l'orgasme, je le sais. Mais moi, je l'ai eu. Et je préfère que ça reste comme ça. Et je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de travailler, je vais aller voir des psychologues, je vais essayer de travailler dessus, acheter les programmes, mais je ne veux pas du tout qu'elle intervienne. Et ça, c'est quelque chose qui... Et je suis frappée, je suis touchée par ce qu'il vient de dire. Aussi bien, je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que c'est vrai, mais aussi bien les hommes se cachent derrière cette façon de parler pour ne pas affronter la réalité. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence. Il faut dire la réalité. Ce que Jean-François vient de dire, c'est la réalité, c'est la vérité, parce que atteindre la plénitude, quand on le sent, quand les deux partenaires le sentent, c'est qu'on a atteint le paroxysme. On y est, donc on n'a pas besoin de regarder le temps. Mais en même temps, quand on observe la culture qu'est la mienne, on se rend compte que la majorité des couples, que ce soit en Inde, en Chine ou ailleurs, qui atteignent la plénitude, ne le font jamais en dessous de 10 minutes. C'est jamais arrivé. Quand je dis 1 heure, je l'ai précisé avant, je suis une prêtresse sexuelle dans mon point de vue forcément. Voilà. Mais quelqu'un qui va essayer de faire 30 minutes, je trouve que pour un début, c'est très bien. Voilà, donc on ne va pas les culpabiliser, mais si on veut vraiment rentrer dans la pratique même de l'art sexuel, qu'est le tantrisme, le Tao de l'art d'aimer, le kung fu sexuel, le kunyasa et tout le reste, vous n'avez pas de bon amant, la définition du bon amant, vous n'avez pas de bon amant qui ne va pas essayer de faire atteindre à sa partenaire entre 5 et 15 orgasmes. Voilà, c'est son orgueil à lui, et pour ça, il faut qu'il tienne. Et une femme ne va pas atteindre ce nombre d'orgasmes si elle ne dépasse pas l'heure. Voilà, c'est basique, c'est comme ça. Mais ce qu'il dit, je suis totalement d'accord avec lui, dans la théorie, oui. Mais pour l'atteindre, il faut déjà être honnête avec soi-même, et parler franchement avec son partenaire ou sa partenaire de la question, et être ouvert à tous les avis, à écouter, à entendre, à accepter, sans... Je trouve qu'être blessé dans l'affectif, dans l'intime, sexuellement parlant, je trouve que... Voilà, je trouve que c'est de l'hypocrisie. Il ne faut pas être blessé quand on veut vraiment atteindre ces moments-là, atteindre ce plaisir-là. Il faut accepter que sa partenaire ou son partenaire vous dise que je n'y suis pas arrivé, j'ai pas eu l'orgasme, j'ai pas eu ce voilà, la bombe, elle n'a pas explosé, je l'ai pas eu. Est-ce que on peut pas essayer de faire mieux? Est-ce qu'on peut pas améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu éjacules moins vite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que on parle des éjaculateurs rapides masculins, mais il y a des éjaculatrices précoces féminines. Il y a des femmes qui ne supportent pas qu'une relation sexuelle fasse plus de 10 minutes ou de 5 minutes. Il y a des femmes à qui ça arrive. Elles ont tout de suite un orgasme au bout d'1 minute et elles ne supportent plus qu'il y ait... voilà. Ou bien elles le simulent pour que ça se termine vite. Bon, là... là, c'est sûr que la simulation, malheureusement, ça arrive... voilà.
Je vais mettre une auditrice à l'antenne qui s'appelle Marie-Laure. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis... ça m'intéresse tout ce qui a été dit. Donc j'ai des petites choses à dire comme ça. C'est-à-dire que moi je suis un petit peu pour aussi la séduction et le jeu dans l'amour, parce que je pense que si on fait toujours la même chose, c'est de la lassitude pour moi. Donc il faut être créatif. C'est vrai que il y a déjà, j'ai connu des garçons éjaculateurs précoces. On n'avait même pas besoin de les toucher, c'était déjà parti. Donc, voilà. Mais par contre, tu disais, moi j'appellerais ça une panne. C'est pas parce que tu n'arrives pas que c'est une catastrophe. Justement, il faut pas frustrer la personne et puis le culpabiliser ou quoi que ce soit. Une panne, ça peut arriver à n'importe qui. Tout d'un coup, il se passe, parce que le cerveau marche énormément dans ces moments-là. Donc il suffit que tu te déconnectes et puis que tu penses à autre chose, une panne peut arriver à tout le monde. Et je parle comme ça en bride, parce que... Et j'écoutais tout à l'heure quand tu disais... et c'est vrai que moi, ça m'a impressionné la première fois, quand j'ai touché un garçon, à son sexe, sentir son cœur, quoi. Sentir battre. Et je comprenais pas. Bon, après, oui. Mais c'est vrai que sur le coup, quand c'est la première fois, bon, déjà, on a peur, tout ça. Et puis il y a des choses que tu découvres. Et voilà, et puis qui restent. Et puis tu apprends à gérer, et puis à développer, et puis à s'amuser. Et puis il y a plein de choses à faire. Je pense que dans l'amour, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que la relation, on va dire que... je sais pas comment dire sans être vulgaire, mais il n'y a pas que la pénétration, quoi. Il y a d'autres choses qui peuvent être autant excitantes. Voilà. Ah, tout à fait. Tout à fait, moi j'approuve, tout à fait. Il y a 1000 plaisirs dans l'amour. La pénétration est un excellent moyen d'aller vers des grands plaisirs. Mais on peut passer des moments absolument délicieux uniquement à base de caresses, de jeux, d'approches, de regards, de sentir l'odeur de l'autre, 1000 plaisirs autres, et il faut surtout pas s'en priver. Oui. Et ça peut durer des heures. Ah oui. Justement, excuse-moi, j'ai pas retenu ton nom. Tu peux me le redonner, s'il te plaît? Marie-Laure. Je vais revenir sur deux choses que tu as dit, parce que ça m'a frappé, et ça tombe bien que tu aies mis le doigt dessus. La première chose, c'est qu'il faut faire, parce que je pense qu'il y a des hommes qui t'écoutent, qui écoutent cette émission, il faut faire une très grande différence entre la panne et l'éjaculation rapide. Oui. Ça n'a rien à voir. Ah non, c'est bien. Voilà. Donc, un homme qui a une panne, ça peut arriver, effectivement, comme tu l'as dit, tu l'as bien défini. On a la tête ailleurs et ça arrive. On parle d'éjaculation rapide quand ceci arrive constamment avec une partenaire préétablie. Voilà, là c'est la première chose. Il faut que les hommes qui écoutent comprennent bien cela. La deuxième chose, c'est que justement, quand tu dis qu'il n'y a pas que la pénétration, il ne faut pas se culpabiliser non plus. Non, je suis d'accord, mais le problème justement... Et moi encore plus d'accord. Oui, et le problème qu'on a justement, je suis pour et contre ce discours, parce qu'aujourd'hui le problème qu'on a, c'est que il y a une très grande différence entre ne pas se culpabiliser
et se contenter de la chose. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas se culpabiliser parce que, comme disait mon maître, la culpabilité n'apporte pas de solution. Au contraire, on s'enferme. Donc, je ne serai jamais de ceux qui disent qu'il faut se culpabiliser quand on a un problème. D'ailleurs, pour tout dans la vie, ça ne sert à rien. Justement. Mais il y a des hommes, justement, qui utilisent le fait de ne pas se culpabiliser, et je tiens à le préciser, pour ne pas affronter la question de façon frontale. Donc, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas se culpabiliser parce que de toute façon, plus on le fait, moins on trouve de solutions. Mais il ne faut pas se cacher derrière le fait de ne pas se culpabiliser pour ne pas trouver de solution si vraiment ça pose un problème dans le couple. Oui, mais il y a des gens très gauches. C'est-à-dire que peut-être la personne ne se culpabilise pas, mais c'est là où le partenaire qui met en avant, qui culpabilise en disant, en inventant n'importe quelle chose, tout ça. Donc ça, pour moi, j'appelle ça une frustration pour le partenaire. Je suis d'accord, mais dans ce cas, c'est pour ça que je dis, et c'est très bien qu'on ait ce type d'intervention. C'est pour ça que le tantra est fondamental sur le fait qu'un couple qui va se rencontrer sexuellement et dont les corps ne se connaissent pas, c'est un couple qui est destiné à se diviser. Parce que si on prenait le temps, quand on se rencontre et qu'on décide de faire un couple, si on prenait le temps de découvrir les corps et pas la sexualité, là on ne parle pas. Et effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la pénétration n'est pas l'essentiel, et je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi d'ailleurs le tantra parle de 3 heures et plus, parce que on est censé jouer. Ils appellent le moment de plaisir, c'est-à-dire que l'union entre deux partenaires, la vie à l'intérieur de la vie. C'est-à-dire qu'on est censé vivre une relation sexuelle en se touchant, en jouant, en se découvrant. Et le coït est quelque chose qui va rentrer en compte ou pas d'ailleurs. Ça, on est d'accord. Mais ce qui est très important de préciser, et j'y reviens, c'est que pour qu'on arrive à avoir des partenaires qui se culpabilisent ou qui ne sont pas satisfaits, ou il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie de couple, c'est uniquement, premièrement, parce que il faut comprendre qu'un couple qui doit vivre ensemble, que ce soit une courte période, une longue période, doit apprendre à se découvrir, à découvrir les corps. Oui. Voilà. Donc quand on arrive, il y a des exercices qui sont simples comme être tout nu à deux, être couché sur un lit, s'expérimenter. Il est impossible qu'une femme arrive, je trouve même ça inconcevable, qu'une femme ait une relation sexuelle avec un homme et ne pas se rendre compte bien avant qu'il éjacule rapidement. Tout simplement parce qu'en découvrant son corps, vous allez le toucher, vous allez bien vous rendre compte que 1, 2 fois, 3 fois, il part trop vite parce qu'il est très excité par ce qui va arriver ensuite. Donc il se fait le film de ce qui est censé arriver dans sa tête avant même que ça se passe. Et malheureusement, il a fini l'acte sexuel, lui, dans sa tête, au moment où vous le touchez. C'est pour ça qu'il éjacule. Et donc, quand vous... Oui. Mais oui, c'est ce qui arrive à un éjaculateur rapide, précoce. Il a fait la relation sexuelle dans sa tête avant que physiquement ça arrive. Alors que si la femme et l'homme découvrent leur corps bien avant que l'acte sexuel ait lieu, elle va bien se rendre compte de cela. Et si elle fait le choix, parce qu'il y a toujours une question de choix, les gens aiment bien vivre la fatalité, mais il n'y a pas de fatalité dans ce genre de situation, surtout quand vous devez être ensemble aussi intimement. Si la femme fait le choix de ne pas continuer à cause de cela, d'accord, on arrête. Mais si elle fait le choix de continuer dans ce sens-là, je suis convaincue que sans même aller voir un thérapeute ou autre chose, en étant à deux, en sachant que quand je touche ici, ça part, elle va étudier la verge de son partenaire et savoir où elle peut toucher, qui n'est pas trop sensible, et conditionner les choses pour qu'au fur et à mesure, face à elle, qu'il soit moins sensible. Et à un moment donné, on va y être. Voilà. Donc, je pense que c'est très important pour ceux qui nous écoutent de comprendre. Et
si je peux rajouter quelque chose. Bien sûr. Même au bout de je sais pas combien. Bon, je vais prendre mon cas parce que je vais pas prendre les cas des autres, je les connais pas. Même au bout de 26 ans de vie commune, moi, j'estime qu'on a toujours quelque chose à découvrir. On s'est découvert il y a 26 ans et on a changé, les corps ont changé. Et puis, on se découvre, on se redécouvre, il y a toujours quelque chose à découvrir. Bah écoutez, je suis très heureuse d'entendre des personnes comme vous. Et en plus, le plaisir de se redécouvrir de nouvelles fois. Et oui. Et plus que de... Enfin, je sais pas, il y a plein de... Non, c'est vrai, ça s'arrête jamais. Je crois que c'est la mort comment dire, je crois que c'est la mort du plaisir quand on estime qu'on n'a plus rien à découvrir de l'autre. À ce moment-là, il faut arrêter, il faut se séparer. Mais si on estime qu'on a toujours autre chose à découvrir de l'autre, alors là, je crois qu'on a tout bon, on a tout gagné. Écoutez, bon, je m'en fiche, je sais que je suis écoutée par millions d'auditeurs, mais il y a des choses que j'ai fait il y a 26 ans, que je n'ai pas fait pendant quelques années, et que je redécouvre, que je refais. Ben bravo. Excellent. Oui, excellent. Ça fait plaisir, Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'entendre d'avoir ce genre d'échange et d'entendre ce genre de... Il faut pas s'accoutumer, il faut pas prendre les habitudes, il faut pas s'enfoncer dans les habitudes et dans l'accoutumance. Voilà, il faut pas dire tiens, il est 5 heures, c'est bon, il faut qu'on y aille, il faut... et puis pour moi, comme on discute avec mon mari, bon, le pauvre, il a fait un AVC, mais il n'a pas perdu ses facultés là-dessus. Hein. Oui. Mais il y a toujours quelque chose à se dévoiler, à inventer, à rigoler. Mais des fois, on meurt de rire. Oui. On fait des trucs, puis on s'invente des trucs, c'est n'importe quoi. Ce que vous avez dit tout à l'heure, garder le sens du jeu. Mais c'est ça, on joue énormément. Mais c'est un jeu, il faut pas le perdre de vue. Malheureusement, beaucoup de gens le perdent de vue. C'est un jeu comme... je pense que quand on prend de ce côté-là, on va s'amuser comme des gamins qui s'amusent à tout découvrir, à se délecter de la moindre petite chose. Et je pense que c'est en ça qu'on s'habitue à prendre du temps. C'est-à-dire qu'on se rend compte de l'importance de prendre du temps parce que effectivement, vous avez déjà vu un gamin quand il joue avec quelque chose qui lui fait plaisir, il n'a pas envie que vous venez lui dire que ça s'arrête. Ah non. Voilà. Donc, à manger. Donc effectivement, si on part sur cette base-là, il faut et je pense que c'est pour ça que je parle toujours de l'éjaculation rapide parce que ça presse l'homme. À un moment donné, il se sent mal parce que il voudrait bien jouer. Il veut jouer, il veut continuer à jouer, mais son corps ne répond pas. Et c'est ça qui fait mal. Et je comprends très bien cette frustration-là. Mais je pense que si, justement, beaucoup de femmes étaient comme vous, justement, et comprenaient cette notion de découverte et de jeu, on se dit, voilà, ça pêche peut-être là, mais en découvrant le reste, en expérimentant d'autres choses, on peut peut-être arriver à résoudre ça, ici. Donc, je trouve que c'est excellent d'avoir ce type d'échange. C'est la mienne, en tout cas. Bravo. Je vous remercie. Merci, Marie-Laure. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, si j'ai besoin de réintervenir, je rappellerai s'il y a d'autres de nouvelles choses qui sont dites. Avec plaisir. Merci, Marie-Laure. De rien. Au revoir. De la